C'est donc l'heure à présent du journal de l'économiste avec vous, Georges Détric, bonjour. Bonjour Vincent. Et le monde économique, lui aussi, a les yeux fixés en ce moment sur l'Ukraine. Ça donne quoi ce matin sur les marchés financiers, Georges ? Les investisseurs ont pris acte du regain de tension avec Moscou. Hier, la bourse russe a perdu près de 12%. Ce matin, elle se reprend. La hausse est importante, de 85%. Vous le voyez, à Wall Street, la séance avait terminé dans le rouge, mais on n'assiste pas à un mouvement de panique générale. Regardez les indices, la baisse est plutôt contenue, moins de 1% de baisse. À ce stade, les investisseurs considèrent que les répercussions économiques de la crise restent régionales. C'est un petit peu la même tendance ce matin en Asie, puisque après la séance catastrophique d'hier, les bourses japonaises et hongkongaises se sont reprises. On considère donc que l'impact économique reste contenu à l'Ukraine, à une partie de l'Europe et à la Russie. Et pendant ce temps, la situation économique de l'Ukraine, elle reste très, très préoccupante. Pour éviter le défaut de paiement, le pays a sollicité l'aide du FMI et les experts du fonds sont attendus ce matin à Kiev. Oui, c'est la première étape, évaluer les besoins du pays. Dans un premier temps, une aide d'urgence d'1 milliard d'euros devrait être débloquée par le Fonds monétaire international. On voit mal l'institution de Washington dire non. L'Union européenne devrait également mettre 1 milliard d'euros sur la table. Une aide plus conséquente sera, elle, assortie d'un vrai plan de réforme très précis. Là-dessus, il faudra attendre les élections présidentielles de mai. Les détails sur les pistes envisagées avec Sandrine Gomez. Dès son intronisation, le Premier ministre ukrainien a tenu à le préciser, les caisses de l'État sont vides. Une façon de préparer ses concitoyens à des temps difficiles car le pays a besoin de l'aide du Fonds monétaire international. Ce gouvernement va remplir toutes les obligations imposées par le Fonds monétaire international. Tout simplement parce que nous n'avons pas d'autre choix. Une économie qui vit de prêts et ne crée aucun revenu serait catastrophique. C'est pourquoi nous devrons mener à bien les réformes les plus difficiles. Des réformes difficiles car le pays est au bord de la banqueroute. Kiev dit avoir besoin de 35 milliards de dollars sur 2 ans, 15 dès cette année. Dans 10 jours, après avoir évalué sur place la situation économique du pays, une équipe du FMI doit proposer un plan de réforme. Parmi les mesures qui devraient être envisagées, la libéralisation des changes. La monnaie nationale, le hryvnia, devrait être dévaluée, ce qui entraînera inflation et perte du pouvoir d'achat. Mais aussi la réforme du secteur énergétique avec la fin des subventions des prix du gaz. Il devrait donc augmenter. Autre réforme, celle du secteur bancaire. Les prêts seront plus rares et plus chers. Le FMI devrait encore exiger des privatisations et une réduction des dépenses de fonctionnement de l'État. La semaine dernière, la directrice générale du FMI s'est voulue encourageante, estimant que la situation économique en Ukraine ne méritait pas de paniquer. Le ballet diplomatique autour de l'Ukraine est donc intense ces dernières heures et nous allons y revenir largement dans cette édition. Mais je vous propose tout d'abord de nous intéresser à ce qui se passe actuellement en Crimée. L'emprise de la Russie sur la province s'est donc encore resserrée ces dernières heures. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie aurait fait atterrir une dizaine d'hélicoptères de combat et 8 avions de transport de troupes ces dernières 24 heures. Il y aurait au moins donc 6000 soldats russes dans la province, mais toujours des soldats non identifiés. L'un de nos envoyés spéciaux en Crimée s'est rendu hier devant une de ces bases de l'armée ukrainienne, encerclée par ces fameux soldats sans insigne. Vous allez le voir, c'est un curieux statu quo qui règne autour de ce bâtiment. C'est un reportage de Roméo Langlois. À 20 km de Simferopol, une base de l'armée ukrainienne est assiégée par des hommes en armes. Ces soldats cherchent à masquer leurs identités. Ils ont retiré les plaques de certains camions, mais d'autres sont encore immatriculés en Russie. Dans leur base, les Ukrainiens n'emmènent pas large. Nous sommes sur notre territoire. Ceci est notre base. Personnellement, en tant que soldat, je pense que c'est une agression. Que ferez-vous si vous êtes attaqué ? D'après les lois de l'armée ukrainienne, alors nous devrons riposter. Auprès des troupes russes, des miliciens de Crimée se sont portés volontaires. Ils s'opposent aux pro-européens qui ont renversé le pouvoir à Kiev. Nous ne voulons pas de ces gens qui viennent nous dire « Maintenant, arrêtez de parler russe ».
Toute cette situation autour de cette base militaire est un reflet de ce qui se passe dans tout le pays. Nous n'avons plus d'unité nationale et peut-être que nous n'en aurons plus jamais. Preuve de cette division, des habitants sont venus afficher leur soutien aux soldats ukrainiens. Ils prennent à partie ceux qui ont fait allégeance aux Russes. Toi, tu as été militaire. Qui as-tu juré de servir? Quelle nation as-tu juré de servir? Calme-toi, calme-toi. Comme d'habitude, la moitié des gens sont du côté des Russes, l'autre moitié du côté de l'Ukraine. C'est peut-être une provocation du MI6 ou de la CIA. Je plaisante. Des femmes chargées de cadeaux cherchent à entrer dans la base. L'accès leur est refusé. Nous sommes des gens de Crimée. Nous voulons le bonheur et la paix. Nous sommes ici pour appuyer nos soldats ukrainiens. Nous leur avons même apporté des vitamines. Finalement, la visite est autorisée. Pour l'heure, le bras de fer russo-ukrainien en reste à la guerre froide. Autre signe de cette situation décidément bien confuse en Crimée, cette rumeur d'ultimatum ces dernières heures. C'est le ministère ukrainien de la Défense qui affirmait hier que la marine russe avait posé un ultimatum. Les militaires ukrainiens devaient déposer leurs armes d'ici ce mardi matin, 4h, heure de Paris, faute de quoi elles lanceraient des assauts. Cette information avait été démentie par la Russie. Armel Charrier, vous nous avez rejoint. Il est 8h34 du matin, il ne s'est rien passé pour l'instant, mais cette affaire est quand même assez symptomatique de la guerre des nerfs qui se joue actuellement. Oui, parce qu'il est impossible de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Quand on parle d'ultimatum, on est bien obligé d'attendre l'heure fatidique pour vérifier les choses. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'en fait, Vladimir Poutine, qui apparaît en position de force aujourd'hui, est lui-même certainement en train de choisir quelle est la partie qu'il a envie de jouer. Tout simplement parce que, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, quand on déploie comme ça presque 16 000 militaires russes en Crimée, ça ce sont les informations qui viennent de Kiev, on ne sait pas quel est le chiffre exact, mais on doit être dans une proportion à peu près exacte. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a pris la décision d'aller sortir ces soldats de Russie et de les amener en Ukraine. Si demain Vladimir Poutine leur dit finalement, j'ai changé d'avis, tout le monde rentre dans sa caserne en Russie. Quelle va être l'impression des militaires? L'impression, en fait, d'avoir servi de marionnette et donc de perdre la face. L'impression que la grande armée russe n'est pas si grande que cela. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, Vladimir Poutine, à un niveau de politique intérieure, devra avoir la réprobation des militaires, des renseignements, de tous les nationalistes, ce qui pèse lourd quand même. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a l'autre partie qui se joue. Il a choisi d'envoyer des troupes en Russie, ce qui le met certes en position de force au niveau de la diplomatie internationale, mais en position de faiblesse à un autre niveau, au niveau d'une autre zone d'influence, la zone d'influence des libéraux, c'est-à-dire tous les milieux d'affaires. La preuve en est que sous 24 heures, en fait, la capitalisation boursière russe a perdu 58 milliards de dollars, 58 milliards de dollars, tout simplement parce qu'entre la chute du rouble sur les marchés ainsi que la fuite des capitaux des personnes qui ont choisi de mettre leurs capitaux à l'abri à l'étranger, ça fait qu'on se retrouve avec une situation économique qui n'est pas rien pour Vladimir Poutine. Alors, vous parliez il y a quelques instants là, de l'attitude possible, de la réaction possible de l'armée. Ce matin, justement, Armel, il y a cette nouvelle annonce du Kremlin. Vladimir Poutine a ordonné aux soldats russes engagés dans des manœuvres militaires de retourner dans leur caserne. Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, Armel, on a l'impression qu'on joue sur les mots, sur les symboles, non? On joue sur les mots, on joue sur les symboles et on assure à tout le monde de rien comprendre. Ça, c'est une évidence. La manœuvre militaire, il n'y a rien de mieux quand on est dans un climat de tension pour noyer le poisson, quelque part. Pourquoi? Parce que vous faites une manœuvre militaire, ça veut dire que vous envoyez des chars, vous envoyez des troupes. On voit qu'il y a des mouvements qui se passent sur des lignes de frontières à certains endroits et on va dire, non, on n'a pas mis des personnes particulièrement dans cette région-là, on est juste en train de faire une manœuvre. Donc la manœuvre
manœuvre militaire, c'est quand même 150 000 personnes qui se sont étalées de la frontière de l'Ukraine jusqu'à la Finlande. Vous voyez, ça permet effectivement de voir large. Mais au-delà, on voit bien que de toute manière, c'est quelque chose qui est voulu par le Kremlin. On parle de manœuvre militaire maintenant, on ne sachant pas très bien d'ailleurs pourquoi est-ce que les gens rejoignent leur base. Est-ce qu'ils rejoignent leur base parce que c'est la fin des manœuvres? Est-ce qu'ils rejoignent leur base parce qu'ils vont partir en Crimée? Donc tout est ouvert à supputation. C'est exactement la même terminologie que vous avez utilisée sur l'ultimatum. Est-ce qu'il y a un ultimatum? Est-ce qu'il n'y a pas un ultimatum? Et c'est la même terminologie quand on parle à un moment donné du mouvement à Kiev, on va parler d'extrémistes, et puis on va parler de nazis, et puis on va parler de terroristes, donc ce qui légitime vis-à-vis de la population russe la réaction du Kremlin. Donc on voit une stratégie complexe, compliquée. Vladimir Poutine dans une position inconfortable que vous nous décriviez. Dans ces conditions, quelles sont les portes de sortie pour le président russe? Il faut quand même en chercher quelques-unes. Ce qui est à noter, c'est qu'en fait, la réaction de Vladimir Poutine, elle est certainement due en Ukraine sur le fait qu'il a perdu la main. Ça fait des années qu'il est en train de construire un mythe, le mythe d'une Russie forte et flamboyante, un peu au niveau de ce qu'était l'Empire soviétique. Il a la main sur les dossiers importants, il a la main sur l'Iran, il a la main sur la Syrie, et là, d'un seul coup, sur l'Ukraine, il ne l'a pas. Donc il y a certainement la volonté, à un moment donné, de retendre la main à Vladimir Poutine, de lui offrir une solution de sortie. Ça, c'est la diplomatie américaine, c'est la diplomatie de l'Union européenne. Il faut voir quelles sont les solutions qu'on peut mettre sur la table. On n'en a aucune à offrir, mais on peut réfléchir. Par exemple, ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, où on a pensé à un moment donné à faire une fédération en mettant une multiple gouvernance pour que chacun s'y retrouve. Certainement, c'est vers là qu'il va falloir aller, avec une idée quand même à garder en tête, le gouvernement qui est à Kiev, ce sont des jeunes personnes sans expérience. John Kerry se rend à Kiev, c'est certainement aussi pour aider ces personnes à savoir ce que c'est que de la diplomatie, ce que c'est que gouverner dans un climat particulièrement chaotique, particulièrement compliqué. Merci Hervé Charrier, merci pour cette analyse. Je vous propose de passer maintenant justement à cette mobilisation diplomatique autour de la crise ukrainienne. Les réunions, je vous le disais, se sont multipliées hier un peu à tous les niveaux, avec en première ligne dans la pression exercée sur Moscou, on le disait, les États-Unis et l'Union européenne, mais tout cela sans beaucoup d'effet pour l'instant, vous allez le voir. Axel May. Vladimir Poutine en chef de guerre. Alors qu'on ne l'avait pas vu depuis 4 jours, le président russe est venu assister ce lundi à des exercices militaires à la frontière avec la Finlande. Face à cette détermination russe, Washington hausse le ton et accuse Moscou de violer le droit international. Je pense que les condamnations fermes que Moscou a reçues du monde entier montrent que la Russie est du mauvais côté de l'histoire. Dans la foulée, le Pentagone annonce la suspension de toutes les relations militaires avec les Russes. Des mesures de rétorsion économique notamment sont aussi dans les tuyaux. À Bruxelles, des sanctions sont également à l'étude. En l'absence de mesures de désescalade de la part de la Russie, l'Union européenne décidera des conséquences que cela implique dans les relations entre l'Union européenne et la Russie. Nous avons parlé de la possibilité de suspendre les relations bilatérales en matière de visa et nous envisagerons des mesures ciblées. Le ministre allemand des Affaires étrangères parle quant à lui de la pire crise en Europe depuis la chute du mur de Berlin. Après 25 ans, après la fin de la confrontation Est-Ouest, le danger d'une nouvelle division de l'Europe est réel. Une nouvelle confrontation que la communauté internationale cherche à éviter à tout prix. Les Occidentaux l'ont rappelé, ils veulent laisser la place au dialogue pour résoudre le conflit de manière pacifique. Mais preuve de la gravité de la situation, un sommet extraordinaire rassemblera jeudi à Bruxelles les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Le Conseil de sécurité de l'ONU, de son côté, a tenu hier, à la demande de la Russie, une nouvelle réunion consacrée à l'Ukraine. C'était la 3e en 4 jours. Une réunion qui s'est déroulée dans une atmosphère très tendue. On a même parlé d'une ambiance de guerre froide. C'est ce que nous disait tout à l'heure notre correspondant aux Nations Unies, Emmanuel Saint-Martin. Une ambiance de guerre froide, à la fois par le vocabulaire qui a été utilisé, même les exemples employés. Par exemple, l'ambassadeur français Gérard Haro auprès des Nations Unies a dit qu'il se souvenait qu'il avait 15 ans lorsque, en 1968, les troupes soviétiques sont arrivées en Tchécoslovaquie. Il y avait même dans le théâtre, en quelque sorte, enfin dans la scénographie utilisée par certains, effectivement, aussi beaucoup de choses qui étaient réminiscentes de ce qui avait pu se passer pendant la guerre froide, et notamment
notamment lorsque l'ambassadeur russe est venu et au milieu de son discours a brandi la lettre signée Yanukovych, l'ex-président ukrainien, dont on pensait il y a encore peu de temps que Moscou le tenait pour quantité négligeable. C'était l'impression qu'on avait, pas du tout. Aujourd'hui, au contraire, l'ambassadeur russe au Conseil de sécurité est venu dire que Yanukovych était toujours le président légal ukrainien, et donc il a sorti cette lettre par laquelle, lettre datée du 1er mars dernier, le président ukrainien ou ex-président ukrainien effectivement demande le soutien de la Russie, le soutien militaire de la Russie pour, dit-il dans sa lettre, rétablir l'ordre dans son pays. Donc effectivement, ce sont à la fois du vocabulaire, des mises en scène, des appels qui effectivement avaient plus des airs de guerre froide que de 21e siècle, mais c'est bien le spectacle auquel on a eu le droit aux Nations Unies aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur la situation en Ukraine, une situation que nous suivons bien sûr en direct sur France 24 et que vous pouvez retrouver où que vous soyez, sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, sur france24.com et sur nos applications mobiles avec le direct minute. L'actualité de ce mardi 4 mars est donc encore largement dominée par les événements en Ukraine. On va d'abord voir ce qui se passe sur le terrain. Les militaires russes ont étendu hier leur présence en Crimée. Ils seraient 16 000 dans la péninsule ukrainienne et leur déploiement se poursuit. Pour l'instant, il n'y a eu aucun affrontement avec les troupes ukrainiennes. Les précisions de notre envoyé spécial en Crimée, Johan Baudin. L'encerclement des bases ukrainiennes par ces forces pro-russes se poursuit. Je suis actuellement devant la base de Perivelnaya et comme vous pouvez le voir derrière moi, les forces pro-russes sont toujours stationnées aux abords de cette base. Si vous pouvez peut-être l'apercevoir également derrière moi, les camions, des dizaines de camions sont positionnés. Cela fait 3 jours désormais qu'ils sont là. Ils sont installés là pour durer. Ce siège dure déjà depuis 3 jours, mais les discussions entre les deux troupes, entre les soldats russes qui sont pro-russes, qui sont à l'extérieur, ces soldats qui sont toujours sans insigne, sans grade, bien armés, mais dont les chargeurs dans les fusils d'assaut ne sont pas enclenchés, signe que pour l'instant la situation est maîtrisée. Les discussions entre les officiers des deux troupes se poursuivent. L'ordre pour l'instant n'est pas de lancer l'assaut. Alors même s'il n'y a pas eu d'échange de tirs entre les deux camps, la situation est très volatile. Sur la base aérienne de Belbek à Sébastopol, on a assisté à un face-à-face apparemment très tendu. C'est l'agence AP qui rapporte l'incident. Quelques 300 soldats ukrainiens se sont approchés des troupes russes qui stationnaient devant la base. Ils leur ont demandé de regagner leur caserne, demande refusée par les Russes. Le ton est monté d'un cran. Les soldats russes ont tiré en l'air, menaçant de tirer sur les militaires ukrainiens s'ils continuent à s'approcher. On n'a pas plus d'informations pour le moment. Toujours à Sébastopol, 2 navires de guerre ukrainiens amarrés au port refusent de se rendre aux autorités russes. L'équipage a installé des matelas tout autour des bateaux pour éviter d'être harponnés. Axel Simon. 2 navires ukrainiens immobilisés dans le port de Sébastopol, bloqués par 4 navires de la marine russe. À leur bord, l'équipage dit n'avoir aucune intention de se battre. Silence! L'équipage n'est pas armé. Toutes les armes ont été stockées dans la cale du bateau. Nous avons seulement à disposition l'arsenal pour empêcher le navire de couler. 16 000 soldats russes seraient déjà positionnés en Crimée. Kiev accuse la marine russe d'avoir sommé les équipages de ces 2 navires de se rendre. Moscou a aussitôt démenti. Un coup de force dénoncé par le président ukrainien par intérim. Je lance un appel aux autorités russes. Arrêtez les actes de provocation, les agressions et les actes de piraterie. C'est une violation du droit et vous devrez en répondre. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères britannique William Hague, le Premier ministre ukrainien a redit que l'Ukraine n'a aucune intention de recourir à la force armée. Nous essayons de résoudre cette crise en utilisant uniquement la voie diplomatique et politique. Nous avons raté l'occasion en 2008 de signer un programme pour l'adhésion à l'OTAN. Il n'y a donc aujourd'hui aucune option militaire sur la table. Ce que nous demandons de toute urgence, c'est un soutien économique et politique. Pour Arseny Yatsenyuk, la priorité, c'est d'engranger le maximum de soutien, tout autant économique que politique.
Et en attendant de savoir quelles sont les ambitions de Vladimir Poutine à long terme en Crimée, les Occidentaux marchent sur des œufs. John Kerry est attendu ce matin à Kiev. Le secrétaire d'État américain va apporter son soutien aux nouvelles autorités ukrainiennes. Les États-Unis qui ont pris une première mesure hier contre Moscou, à savoir la suspension de la coopération militaire entre les deux grandes puissances. Côté européen, cette fois, pas de sanctions pour le moment. L'UE demande aux troupes russes de se retirer de Crimée. Si la situation n'a pas évolué d'ici jeudi, les chefs d'État de l'Union européenne devraient prendre des sanctions. Les pourparlers sur les visas pourraient être suspendus. À New York, cette fois, le Conseil de sécurité s'est réuni une nouvelle fois pour évoquer la situation en Ukraine, cette fois à la demande de la Russie. L'ambassadeur russe à l'ONU a lu une lettre écrite par le président destitué Viktor Yanukovych, lettre dans laquelle il demande à l'armée russe d'intervenir en Ukraine. La réponse de l'ambassadeur français Gérard Haraud a été plutôt cinglante. Je vous propose d'écouter les deux diplomates. Le président russe a reçu une lettre de la part du président Yanukovych. Je cite : « Sous l'influence des pays occidentaux, des actes de terreur et de violence ont lieu en Ukraine. Le peuple est persécuté à cause de sa langue, pour des raisons politiques. C'est pour cela que je demande au président russe, M. Poutine, d'utiliser ses forces armées pour intervenir. Mes chers collègues, je vous présente ici même une copie de la lettre du président ukrainien. » Ça fait 4 ans et demi que j'ai entendu le représentant de la Fédération de Russie invoquer à toute occasion la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Et je viens d'entendre un discours qui n'est qu'une seule ingérence dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Donc j'ai la faiblesse de rappeler qu'il faut une certaine cohérence dans les politiques étrangères. Des élections peuvent avoir lieu le 25 mai. Elles peuvent avoir lieu sous supervision internationale, sous supervision de l'OSCE. Eh bien, faisons voter les Ukrainiens. Ils décideront, sous supervision de l'OSCE, quel avenir veulent-ils. Voilà pour les déclarations des uns et des autres. Alors, quel peut être l'avenir de l'Ukraine à moyen terme? La séparation de la Crimée est-elle actée? On est en ligne avec Éric Honoble. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine à l'Université de Genève. À votre avis, quel est l'objectif de Vladimir Poutine? Est-ce que ce serait par exemple d'annexer la Crimée à la Russie? Alors écoutez, je suis absolument pas dans sa tête. Clairement, j'ai l'impression qu'il veut pousser l'avantage. Je suis pas persuadé qu'il sache jusqu'où aller. Et en fait, la partition est sans doute une possibilité qu'il se ménage, mais au milieu d'autres. On a entendu parler ces derniers temps d'une confédéralisation de l'Ukraine avec une très très large autonomie. Ça pourrait être aussi une option. On a vu hier aussi des manifestations de pro-russes à Odessa et à Donetsk. Est-ce que la communauté russophone du sud et de l'est de l'Ukraine est instrumentalisée par Moscou aujourd'hui ? Je crois que de tous les côtés, il y a une instrumentalisation par des groupes politiques nationalistes extrémistes, instrumentalisation qu'on avait pu observer, y compris sur le Maïdan, et qu'on observe à l'est et au sud du pays parmi les populations russophones. C'est-à-dire que là, évidemment, il y a des groupes qui voient dans la crise actuelle l'occasion de monter leur crédit politique en exacerbant les tensions qui peuvent exister. Sur le plan économique, cette fois, une délégation du FMI est attendue ce matin à Kiev. Une aide d'1 milliard d'euros pourrait être accordée très rapidement. On est quand même très loin des 15 milliards qui avaient été promis par Moscou aux anciennes autorités ukrainiennes. Est-ce que l'UE aujourd'hui a les moyens de financer l'Ukraine ? On est loin des 15 milliards proposés par la Russie et on est encore plus loin des 160 milliards qu'avait chiffré l'ancien Premier ministre ukrainien comme étant les besoins pour un rapprochement économique avec l'Union européenne. Donc il y a un décalage absolument extraordinaire entre des discours politiques accueillant l'Ukraine à l'ouest et puis des moyens financiers absolument dérisoires dans ce sens-là. Ça laisse finalement une marge de manœuvre très faible pour les nouvelles autorités ukrainiennes qui ont besoin de légitimité. Exactement. Et de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup de parallèles faits avec la crise géorgienne. Et je crois me souvenir qu'au moment de la crise géorgienne, le président Saakashvili s'était senti soutenu par l'Occident pour tenir la dragée haute à Moscou et s'était aperçu un peu tard que ce n'était pas le cas.
Merci beaucoup, Eric Konob, pour cet éclairage donc, sur la situation en Ukraine. L'information de cette matinée, c'est le statu quo en Crimée, la Crimée qui est sous contrôle russe. 16 000 soldats russes ont été déployés dans la péninsule ukrainienne au cours des 7 derniers jours. C'est ce qu'affirme en tout cas le représentant de l'Ukraine à l'ONU. On passe maintenant au journal de l'économie avec vous, Georges Ledrich, bonjour. Bonjour Hélène. On va d'abord s'intéresser aux conséquences économiques de tout ce qui se passe en Ukraine. On va regarder d'abord la tendance sur le marché russe. Alors pour le moment, les investisseurs ont pris acte du regain de tension entre Moscou et les Occidentaux, mais ça s'arrête là après la hausse catastrophique, la baisse catastrophique de 12% hier. La bourse russe a repris des couleurs aujourd'hui, plus 2,37%, vous le voyez. En Europe, c'est un petit peu la même chose. Les différents indices sont dans le vert, plus 0,90 à Londres, plus 1,20 à Paris et plus 1 à Francfort. L'indice allemand était celui qui avait le plus dévissé hier. La Société Générale avait aussi vu son titre particulièrement chahuté, puisque la banque est très présente en Russie, plus de 3 millions de clients via sa filiale russe. À Wall Street, la séance avait terminé dans le rouge, mais de façon encore un petit peu légère. Vous voyez, la baisse est limitée, moins de 1% de baisse. De manière générale, les investisseurs considèrent que les répercussions économiques de la crise restent régionales et sont contenues à l'Ukraine, à la Russie et à l'Europe. Pendant ce temps, la situation financière de l'Ukraine est toujours aussi préoccupante. Pour éviter le défaut de paiement, le pays a sollicité une aide du FMI. D'ailleurs, des experts du Fonds monétaire international sont attendus ce matin à Kiev. Oui, c'est la première étape. Évaluer les besoins du pays. En attendant, un prêt d'urgence de près d'1 milliard d'euros pourrait être déboursé par le Fonds monétaire international. On voit mal l'institution de Washington dire non. L'Union européenne devrait également mettre 1 milliard sur la table. Les États-Unis ont aussi évoqué cette possibilité. Mais pour recevoir une aide plus conséquente, il va falloir s'engager sur des réformes beaucoup plus précises. Les détails avec Sandrine Gomez. Dès son intronisation, le Premier ministre ukrainien a tenu à le préciser, les caisses de l'État sont vides. Une façon de préparer ses concitoyens à des temps difficiles, car le pays a besoin de l'aide du Fonds monétaire international. Ce gouvernement va remplir toutes les obligations imposées par le Fonds monétaire international. Tout simplement parce que nous n'avons pas d'autre choix. Une économie qui vit de prêts et ne crée aucun revenu serait catastrophique. C'est pourquoi nous devrons mener à bien les réformes les plus difficiles. Des réformes difficiles car le pays est au bord de la banqueroute. Kiev dit avoir besoin de 35 milliards de dollars sur 2 ans, 15 dès cette année. Dans 10 jours, après avoir évalué sur place la situation économique du pays, une équipe du FMI doit proposer un plan de réforme. Parmi les mesures qui devraient être envisagées, la libéralisation des changes. La monnaie nationale, l'Uryvnia, devrait être dévaluée, ce qui entraînera inflation et perte du pouvoir d'achat. Mais aussi la réforme du secteur énergétique avec la fin des subventions des prix du gaz. Il devrait donc augmenter. Autre réforme, celle du secteur bancaire. Les prêts seront plus rares et plus chers. Le FMI devrait encore exiger des privatisations et une réduction des dépenses de fonctionnement de l'État. La semaine dernière, la directrice générale du FMI s'est voulue encourageante, estimant que la situation économique en Ukraine ne méritait pas de paniquer. On va lire la presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. On va d'abord bien sûr s'intéresser à ces bruits de bottes en Ukraine. D'après le représentant de l'Ukraine à l'ONU, c'est le président déchu Viktor Yanukovych qui a fait une demande d'aide militaire à la Russie. À milieu de ses confrères français qui évoquent les hésitations de l'Europe et de l'Occident face à Vladimir Poutine, le journal russe Commerçant titre ce matin sur l'ultimatum qu'aurait fixé l'Europe à la Russie. L'ultimatum consistant, on le sait, à menacer le Kremlin de mesures de rétorsion économique et diplomatique si la Russie refuse une désescalade en Ukraine, je cite l'Union européenne. On a connu langage plus martial, mais face à un Poutine qui ne craint pas de devenir un paria global, que faire? La question hante les Occidentaux et aussi The Moscow Times, qui rappelle que Vladimir Poutine a obtenu le consentement du Sénat russe pour intervenir en Crimée en à peine 2 heures et qui s'inquiète ce matin de voir la Russie revenir au temps de l'Union soviétique. Alors, que faut-il faire face à Poutine? Le quotidien britannique The Independent a une réponse assez claire.
Prends ton bâton, Barack, c'est assez clair. Effectivement, Barack Obama, dont le journal étrille la politique étrangère, si prudente qu'elle se retrouve perpétuellement à la remorque des événements, il est temps de prendre le problème à bras-le-corps. Pour The Independent, il en irait de la crédibilité d'Obama et des États-Unis dans ce qui s'apparente au dernier avatar de la guerre froide. Oui, écrit le journal, à l'inverse de certains de ses prédécesseurs, Barack Obama a raison de réfléchir longuement avant de passer à l'action, mais il doit absolument modifier cette perception que l'Amérique est désormais en retrait et se décider à agir, d'abord en expulsant la Russie du G8 et en limitant ensuite son accès aux marchés financiers internationaux. Oui, le recours au bâton financier, ça marche. C'est ce qu'écrit également The Wall Street Journal, qui rappelle la chute du rouble après l'invasion russe en Crimée. Voilà bien la preuve que le talon d'Achille de la Russie, c'est son économie et son accès aux marchés financiers mondiaux. La Russie croit que ses ressources en gaz sont comme une épée de Damoclès qu'elle pourrait suspendre au-dessus de la tête de ses partenaires. Mais c'est une arme à double tranchant, car la Russie a autant besoin des marchés financiers pour ses exportations de gaz que l'Europe et l'Ukraine ont effectivement besoin de son gaz. Les marchés financiers sont une arme et les Occidentaux, on l'aura compris, ferait bien de s'en servir. Les États-Unis et l'Europe accusent la Russie de violer le droit international et la souveraineté de l'Ukraine. Washington a suspendu sa coopération militaire et gelé ses négociations commerciales. L'Europe, elle, en reste au stade des menaces. Pas de quoi faire reculer Moscou. Nouvelle illustration de la mainmise russe, cette fois dans le port de Sébastopol. Axel Simon. 2 navires ukrainiens immobilisés dans le port de Sébastopol, bloqués par 4 navires de la marine russe. À bord, l'équipage ukrainien dit n'avoir aucune intention de se battre. Silence! L'équipage n'est pas armé. Toutes les armes ont été stockées dans la cale du bateau. Nous avons seulement à disposition l'arsenal pour empêcher le navire de couler. 16 000 soldats russes seraient déjà positionnés en Crimée. Kiev accuse la marine russe d'avoir sommé les équipages de ces 2 navires de se rendre. Moscou a aussitôt démenti. Un coup de force dénoncé par le président ukrainien par intérim. Je lance un appel aux autorités russes. Arrêtez les actes de provocation, les agressions et les actes de piraterie. C'est une violation du droit et vous devrez en répondre. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères britannique William Hague, le Premier ministre ukrainien a redit que l'Ukraine n'a aucune intention de recourir à la force armée. Nous essayons de résoudre cette crise en utilisant uniquement la voie diplomatique et politique. Nous avons raté l'occasion en 2008 de signer un programme pour l'adhésion à l'OTAN. Il n'y a donc aujourd'hui aucune option militaire sur la table. Ce que nous demandons de toute urgence, c'est un soutien économique et politique. Pour Arseny Yatsenyuk, la priorité, c'est d'engranger le maximum de soutien, tout autant économique que politique. Voilà, Armelle Charrier, c'est une drôle de guerre qui se joue, une guerre des nerfs. Pour l'instant, la guerre des nerfs, parce qu'il n'y a effectivement pas encore de guerre réelle, mais on voit bien que Vladimir Poutine joue sur l'usure. D'abord, il joue sur le fait de ne pas savoir réellement quelle est la politique qu'il va mettre en place. On ne sait toujours pas ce qu'il va ordonner aux troupes russes qui sont stationnées en Crimée. Alors, d'un côté, hier, il y avait cet ultimatum qui avait été annoncé, puis finalement qui a été annulé. Mais comme on ne sait pas ce que va faire Vladimir Poutine, force est d'attendre et de voir ce qui se passe. Ensuite, il y a une déclaration ambiguë sur le fait qu'il fallait arrêter les manœuvres militaires pour les troupes russes. Alors les manœuvres militaires, bien évidemment, c'est celles qui se tiennent à l'extérieur de la Crimée, sur la ligne de frontière. Mais là encore, on ne sait pas exactement précisément ce qui est dit. Et puis là, on sait qu'il va y avoir une déclaration de Vladimir Poutine, une déclaration qui a été préenregistrée, mais là encore, point d'interrogation sur ces mots. Tout est fait en fait pour tenir en haleine la communauté internationale et les Ukrainiens. Restez avec nous, Armelle, et en attendant l'intervention de Poutine, sachez que John Kerry se rend ce mardi à Kiev. L'OTAN tient également une nouvelle réunion de crise sur l'Ukraine. La nuit dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à la demande de la Russie. Des discussions vives, mais sans résultat. Regardez. C'est la copie de la lettre qu'aurait envoyée Viktor Yanukovych à Vladimir Poutine. L'ambassadeur russe aux Nations Unies en a lu un extrait à ses homologues du Conseil de sécurité.
Sous l'influence des pays occidentaux, des actes de terreur et de violence ont lieu en Ukraine. Le peuple est persécuté à cause de sa langue, pour des raisons politiques. C'est pour cela que je demande au président russe, M. Poutine, d'utiliser ses forces armées pour intervenir. En clair, la Russie explique agir à la demande du président Yanukovych, renversé il y a une dizaine de jours, et venir au secours d'une partie de la population russe d'Ukraine. Une version des faits rejetée en bloc par le principal intéressé. Personne en Ukraine n'a besoin d'assistance militaire pour nous protéger et défendre nos droits. Il n'y a aucune preuve que les droits des Russes de Crimée et de la population russophone dans la région sont violés. Oui, aucune preuve. L'armée russe est largement déployée dans la région de Crimée, dans le sud de l'Ukraine. Et à New York, la Russie n'a pas changé de cap ni de ton. Face à Moscou, les Occidentaux au Conseil de sécurité restent fermes. États-Unis, Grande-Bretagne et France notamment ont redit l'importance de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Ça fait 4 ans et demi que j'ai entendu le représentant de la Fédération de Russie invoquer à toute occasion la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Et je viens d'entendre un discours qui n'est qu'une seule ingérence dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Donc j'ai la faiblesse de rappeler qu'il faut une certaine cohérence dans les politiques étrangères que nous sommes amenés à suivre. Les Occidentaux cherchent toujours les moyens de pression pour faire plier Vladimir Poutine, pour l'instant sans succès. Armel, et si le meilleur moyen de pression était l'économie ? Le chiffre qu'on a appris sur ce qui s'est passé hier en Russie est très parlant, justement. Vous savez, entre le fait que le rouble a baissé, parce qu'il y a eu des spéculations sur cette monnaie, parce qu'avec les difficultés qu'il y a là autour de cette Crimée, plus le fait qu'il y a des avoirs russes qui ont quitté la Russie pour aller se réfugier dans les banques étrangères, pour se mettre bien au chaud dans les banques étrangères, eh bien le manque à gagner est de 58 milliards de dollars. Alors effectivement, on voit bien que ça peut être un des moyens de pression sur Vladimir Poutine. Une guerre, ça coûte forcément extrêmement cher. Et si, en plus, toute la classe qu'on appelle les libéraux, c'est-à-dire la classe d'affaires, est en désaccord avec la politique menée, ça montre bien la tenaille dans laquelle il est mis. Mais, il faut quand même mettre un mais à côté. Il n'empêche qu'il a quand même envoyé aujourd'hui presque 16 000, selon Kiev, soldats en Crimée, et que là encore, il ne peut pas perdre la face en rappelant d'autorité ces soldats sans qu'il ne se passe rien. Donc les négociations diplomatiques vont être importantes parce que, évidemment, que la Russie a une carte à jouer en Ukraine, évidemment qu'il va falloir sauver la face de tout le monde et voir ce que l'on peut proposer à Vladimir Poutine afin que la Russie ne sorte pas tête basse de ce qui vient de se passer. Et la tendance ce matin à l'ouverture des bourses, c'était d'être dans le vert du côté de Moscou et des places européennes. Merci beaucoup Armel Charrier. Bonjour et bienvenue sur France 24. Le statu quo en Crimée, cette région de l'extrême sud de l'Ukraine est désormais sous le contrôle militaire de Moscou. Une étrange atmosphère règne autour des bases de l'armée ukrainienne, encerclées par des soldats qui, vous allez le voir, cherchent à masquer leur identité. Près de Simferopol, le reportage de Roméo Langlois et Abdallah Malgaoui. À 20 km de Simferopol, une base de l'armée ukrainienne est assiégée par des hommes en armes. Ces soldats cherchent à masquer leurs identités. Ils ont retiré les plaques de certains camions, mais d'autres sont encore immatriculés en Russie. Dans leur base, les Ukrainiens n'emmènent pas large. Nous sommes sur notre territoire. Ceci est notre base. Personnellement, en tant que soldat, je pense que c'est une agression. Que ferez-vous si vous êtes attaqué ? D'après les lois de l'armée ukrainienne, alors nous devrons riposter. Auprès des troupes russes, des miliciens de Crimée se sont portés volontaires. Ils s'opposent aux pro-européens qui ont renversé le pouvoir à Kiev. Nous ne voulons pas de ces gens qui viennent nous dire « Maintenant, arrêtez de parler russe ». Toute cette situation autour de cette base militaire est un reflet de ce qui se passe dans tout le pays. Nous n'avons plus d'unité nationale. Et peut-être que nous n'en aurons plus jamais. Preuve de cette division, des habitants sont venus afficher leur soutien aux soldats ukrainiens. Ils prennent à partie ceux qui ont fait allégeance aux Russes. Toi, tu as été militaire. Qui as-tu juré de servir? Quelle nation as-tu juré de servir?
Calme-toi, calme-toi. Comme d'habitude, la moitié des gens sont du côté des Russes, l'autre moitié du côté de l'Ukraine. C'est peut-être une provocation du MI6 ou de la CIA. Je plaisante. Des femmes chargées de cadeaux cherchent à entrer dans la base. L'accès leur est refusé. Nous sommes des gens de Crimée. Nous voulons le bonheur et la paix. Nous sommes ici pour appuyer nos soldats ukrainiens. Nous leur avons même apporté des vitamines. Finalement, la visite est autorisée. Pour l'heure, le bras de fer russo-ukrainien en reste à la guerre froide. Les États-Unis et l'Europe accusent la Russie de violer le droit international et la souveraineté de l'Ukraine. Washington a suspendu sa coopération militaire et gelé ses négociations commerciales. L'Europe, elle, en reste au stade des menaces. Pas de quoi faire reculer Moscou. Nouvelle illustration de la mainmise russe, cette fois dans le port de Sébastopol. Axel Simon. 2 navires ukrainiens immobilisés dans le port de Sébastopol, bloqués par 4 navires de la marine russe. À bord, l'équipage ukrainien dit n'avoir aucune intention de se battre. Silence! L'équipage n'est pas armé. Toutes les armes ont été stockées dans la cale du bateau. Nous avons seulement à disposition l'arsenal pour empêcher le navire de couler. 16 000 soldats russes seraient déjà positionnés en Crimée. Kiev accuse la marine russe d'avoir sommé les équipages de ces 2 navires de se rendre. Moscou a aussitôt démenti. Un coup de force dénoncé par le président ukrainien par intérim. Je lance un appel aux autorités russes. Arrêtez les actes de provocation, les agressions et les actes de piraterie. C'est une violation du droit et vous devrez en répondre. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères britannique William Hague, le Premier ministre ukrainien a redit que l'Ukraine n'a aucune intention de recourir à la force armée. Nous essayons de résoudre cette crise en utilisant uniquement la voie diplomatique et politique. Nous avons raté l'occasion en 2008 de signer un programme pour l'adhésion à l'OTAN. Il n'y a donc aujourd'hui aucune option militaire sur la table. Ce que nous demandons de toute urgence, c'est un soutien économique et politique. Pour Arseny Yatsenyuk, la priorité, c'est d'engranger le maximum de soutien, tout autant économique que politique. Voilà, Armelle Charrier, c'est une drôle de guerre qui se joue, une guerre des nerfs. Pour l'instant, la guerre des nerfs, parce qu'il n'y a effectivement pas encore de guerre réelle, mais on voit bien que Vladimir Poutine joue sur l'usure. D'abord, il joue sur le fait de ne pas savoir réellement quelle est la politique qu'il va mettre en place. On ne sait toujours pas ce qu'il va ordonner aux troupes russes qui sont stationnées en Crimée. Alors, d'un côté, hier, il y avait cet ultimatum qui avait été annoncé, puis finalement qui a été annulé. Mais comme on ne sait pas ce que va faire Vladimir Poutine, force est d'attendre et de voir ce qui se passe. Ensuite, il y a une déclaration ambiguë sur le fait qu'il fallait arrêter les manœuvres militaires pour les troupes russes. Alors les manœuvres militaires, bien évidemment, c'est celles qui se tiennent à l'extérieur de la Crimée, sur la ligne de frontière. Mais là encore, on ne sait pas exactement précisément ce qui est dit. Et puis là, on sait il va y avoir une déclaration de Vladimir Poutine, une déclaration qui a été préenregistrée, mais là encore, point d'interrogation sur ces mots. Tout est fait en fait pour tenir en haleine la communauté internationale et les Ukrainiens. Restez avec nous, Armelle, et en attendant l'intervention de Poutine, sachez que John Kerry se rend ce mardi à Kiev. L'OTAN tient également une nouvelle réunion de crise sur l'Ukraine. La nuit dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à la demande de la Russie. Des discussions vives, mais sans résultat. Regardez. C'est la copie de la lettre qu'aurait envoyée Viktor Yanukovych à Vladimir Poutine. L'ambassadeur russe aux Nations Unies en a lu un extrait à ses homologues du Conseil de sécurité. Sous l'influence des pays occidentaux, des actes de terreur et de violence ont lieu en Ukraine. Le peuple est persécuté à cause de sa langue, pour des raisons politiques. C'est pour cela que je demande au président russe, M. Poutine, d'utiliser ses forces armées pour intervenir. En clair, la Russie explique agir à la demande du président Yanukovych, renversé il y a une dizaine de jours, et venir au secours d'une partie de la population russe d'Ukraine. Une version des faits rejetée en bloc par le principal intéressé. Personne en Ukraine n'a besoin d'assistance militaire pour nous protéger et défendre nos droits.
Il n'y a aucune preuve que les droits des Russes de Crimée et de la population russophone dans la région sont violés. Oui, aucune preuve. L'armée russe est largement déployée dans la région de Crimée, dans le sud de l'Ukraine. Et à New York, la Russie n'a pas changé de cap ni de ton. Face à Moscou, les Occidentaux au Conseil de sécurité restent fermes. États-Unis, Grande-Bretagne et France notamment ont redit l'importance de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Ça fait 4 ans et demi que j'ai entendu le représentant de la Fédération de Russie invoquer à toute occasion la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Et je viens d'entendre un discours qui n'est qu'une seule ingérence dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Donc j'ai la faiblesse de rappeler qu'il faut une certaine cohérence dans les politiques étrangères que nous sommes amenés à suivre. Les Occidentaux cherchent toujours les moyens de pression pour faire plier Vladimir Poutine, pour l'instant sans succès. Armelle, et si le meilleur moyen de pression était l'économie ? Le chiffre qu'on a appris sur ce qui s'est passé hier en Russie est très parlant, justement. Vous savez, entre le fait que le rouble a baissé, parce qu'il y a eu des spéculations sur cette monnaie, parce qu'avec les difficultés qu'il y a là autour de cette Crimée, plus le fait qu'il y a des avoirs russes qui ont quitté la Russie pour aller se réfugier dans les banques étrangères, pour se mettre bien au chaud dans les banques étrangères, eh bien le manque à gagner est de 58 milliards de dollars. Alors effectivement, on voit bien que ça peut être un des moyens de pression sur Vladimir Poutine. Une guerre, ça coûte forcément extrêmement cher. Et si, en plus, toute la classe qu'on appelle les libéraux, c'est-à-dire la classe d'affaires, est en désaccord avec la politique menée, ça montre bien la tenaille dans laquelle il est mis. Mais, il faut quand même mettre un mais à côté. Il n'empêche qu'il a quand même envoyé aujourd'hui presque 16 000, selon Kiev, soldats en Crimée, et que là encore, il ne peut pas perdre la face en rappelant d'autorité ces soldats sans qu'il ne se passe rien. Donc les négociations diplomatiques vont être importante parce que, évidemment, que la Russie a une carte à jouer en Ukraine, évidemment qu'il va falloir sauver la face de tout le monde et voir ce que l'on peut proposer à Vladimir Poutine afin que la Russie ne sorte pas tête basse de ce qui vient de se passer. Et la tendance ce matin à l'ouverture des bourses, c'était d'être dans le vert du côté de Moscou et des places européennes. Merci beaucoup, Armelle Charrier. Le site de Russia Today, une chaîne de télévision diffusée en anglais proche du Kremlin, piraté dimanche. Voici la dernière action en date menée par des hackers ukrainiens pour dénoncer le traitement de la situation dans leur pays par les médias russes. Une attaque qui a duré une vingtaine de minutes et au cours de laquelle les mots russe et Russie ont momentanément été remplacés par le mot nazi dans plusieurs titres d'articles publiés sur le site. Une opération organisée pour fustiger la vision des médias et des internautes soutenant l'action de Moscou en Ukraine, qui est loin d'être isolée sur la toile. De nombreux activistes ont en effet recours aux réseaux sociaux pour partager des documents remettant en cause ce qu'ils considèrent être de fausses informations diffusées par les télévisions proches du Kremlin, comme ces images filmées samedi dans la ville de Dnipropetrovsk, qui laissent penser qu'une majorité de ses habitants soutient la Russie. Un clip largement relayé sur le web russe mais qui ne reflète pas la réalité, affirment les opposants ukrainiens, qui ont ainsi mis en ligne cette vidéo dans laquelle on peut voir des milliers de leurs concitoyens rassemblés dans la même ville dimanche, pour chanter l'hymne national et afficher leur attachement à l'unité du pays. Et certains activistes vont même plus loin en affirmant que les manifestations pro-Kremlin qui se sont déroulées ces derniers jours dans différentes villes ukrainiennes n'auraient pas été orchestrées par des citoyens de leur pays mais par des Russes. Des accusations en partie étayées par ces documents qui circulent en ligne, selon lesquels le jeune homme qui a hissé ce week-end le drapeau russe sur un bâtiment administratif de Kharkiv ne serait pas de nationalité ukrainienne et habiterait Moscou.